Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, Il était une fois. Quelle âme pour l'Europe? L'Europe a-t-elle encore une âme? Ses racines sont-elles chrétiennes? Qu'est-ce qui en fait sa spécificité? Je vous laisse regarder ce reportage introductif signé Jean-Louis Gios et Corinne Owen. L'Europe serait-elle une utopie? Pire encore, marcherait-elle vers son déclin, comme certains veulent nous le faire croire? Tout avait pourtant bien commencé. Alors qu'elle était déchirée par les guerres et les nationalismes, exsangue et divisée en deux blocs Est et Ouest, les fondateurs de l'Union européenne la rêvent unie, pacifique et prospère. 11 hommes sont au départ de cette aventure. Ils vont créer une puissance économique et politique en vue de garantir une paix durable. Et si au départ il y a 6 pays fondateurs, ils vont bientôt être rejoints au fil des traités par bien d'autres, jusqu'à en compter 28. L'Europe, plus de 4 millions de kilomètres carrés, 508 millions d'habitants, ce qui la place au rang mondial juste derrière la Chine et l'Inde. Mais autant dire, une mosaïque de peuples. La France en est son plus vaste pays et Malte le plus petit. Symbole de son unité, ce drapeau. 12 étoiles en cercle qui symbolisent les idéaux d'unité, de solidarité et d'harmonie entre ces peuples. Une harmonie parfois bien difficile à maintenir. Alors, quel est donc son avenir? Quelles seront ses frontières ultimes? Et garder l'âme de l'Europe dont parlait Jacques Delors sera-t-il le défi de demain? Monseigneur Jean-Pierre Delville, professeur Vincent Dujardin, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Monseigneur Delville, vous êtes évêque de Liège. Professeur Vincent Dujardin, vous êtes professeur d'histoire à l'Université catholique de Louvain. Vous êtes tous deux en fait historiens. Et vous avez publié récemment un livre intitulé « Quelle âme pour l'Europe » que vous avez coécrit avec Gérard François Dumont et Yann de Volder. Alors peut-être la première question, puisque c'est vous qui avez dirigé cette recherche. Monseigneur, pourquoi un tel livre ? Parce que nous avons imaginé, quand j'étais encore professeur à l'Université catholique de Louvain, de faire un cycle de conférences sur ce sujet-là, parce que nous sentions que c'était vraiment un sujet important. C'est-à-dire, est-ce que l'Europe, comme continent, a une culture propre et aussi une dimension spirituelle? Et si oui, de quoi s'agit-il? Et comment essayer de comprendre cela? Et c'est ainsi qu'avec la Fondation Cedes Sapientiae, de la Faculté de Théologie, nous avons organisé un cycle de conférences et nous avons approfondi ce qui a été dit dans les conférences en le publiant dernièrement dans le livre qui vient de sortir. Justement, quelle est l'essence du projet européen, professeur Dujardin? Mais il est clair qu'un des premiers objectifs était la paix. C'est le discours de Robert Schuman le 9 mai 1950. Et la paix était un grand moteur d'unification. On peut remonter à Erasme, même avant, reparler d'Aristide Briand, le premier projet gouvernemental d'unification européenne en 1929. On n'a pas fait l'Europe et on a eu la guerre, dit Robert Schuman le 9 mai 1950. Et il y a cette idée-là, clairement, de ne plus avoir ces conflits séculaires entre la France et l'Allemagne, 3 fois depuis 1870. Et c'est vrai que depuis la création de la CECA en 1950, ou le plan Schuman en 1950 et la création en 1952, on n'a plus eu de guerre entre les pays membres désormais de l'Union européenne. Et que cette Union européenne a pu être un élément de stabilisation. Donc il y avait certainement ces idéaux, ces valeurs au cœur du projet européen, mais il y avait aussi les intérêts. Il y avait un mélange de valeurs et d'intérêts. Ne tombons pas non plus dans l'angélisme, dans le plan Schuman, il n'y avait pas que les valeurs. C'était très important, mais il y a cet équilibre entre valeurs et intérêts qui devait l'emporter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit l'évolution, la dimension intérêt a peut-être pris une part plus importante. Vous avez vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, quelque part, ces valeurs ont été un peu mises sur le côté au profit d'une économie? Mais disons qu'il est clair qu'il faut voir aussi la différence entre les différents États, les différents gouvernements. Si vous prenez le terme de valeurs, on voit que les chefs d'État et de gouvernement sont parfois d'accord sur les valeurs, mais on tire des conclusions opposées. Si vous prenez la crise des réfugiés, Mme Merkel dit, vu les racines chrétiennes de l'Europe, il faut être accueillant vis-à-vis des réfugiés et ils sont les bienvenus en Allemagne. Monsieur Orban, le même jour, dit
pour préserver l'identité chrétienne de l'Europe, dit-il, il faut stopper l'immigration. Donc vous avez une référence à la solidarité, au respect de la personne humaine, à l'accueil, au respect de la dignité humaine, qui est une des valeurs fondamentales aussi à la base de l'Union européenne et des héritages de l'Europe en général. Mais vous avez des interprétations et des conclusions parfois différentes que des chefs de gouvernement peuvent tirer par rapport à des mêmes valeurs. Alors vous parlez de valeurs chrétiennes. Monseigneur Delville, le christianisme est-il le creuset de l'Europe? C'est une question intéressante et moi je pense que oui. Parce qu'en fait, pendant l'Empire romain, l'Europe n'est qu'un appendice, si on peut dire, de l'Empire romain. Le centre de l'Empire romain, c'est la Méditerranée. Et donc, il n'y a pas d'identité européenne pendant la durée de l'Empire romain. Par contre, avec la chute de l'Empire romain, il se passe un phénomène. C'est que toute la partie européenne de l'Empire est envahie par les tribus germaniques, qui vont même jusque sur les côtes de l'Afrique du Nord. Et pendant 4 siècles, du 3e jusqu'au 7e siècle, il va se passer une intégration lente de cette composante germanique dans un espace qui était surtout latin. Pendant longtemps, ça a été extrêmement conflictuel et les populations ne se sont pas mélangées. Mais néanmoins, progressivement, il y a eu une intégration. Et l'intégration s'est faite avec un déclic. Et le déclic, je crois qu'on peut le pointer dans le baptême de Clovis. Clovis, qui était un roi germain, c'était un germanique. Mais finalement, il s'est installé à Paris. Et il est devenu Louis. Son nom, Clovis, c'est devenu Louis. Ça veut dire qu'il y a eu une intégration dans la culture romaine de la composante germanique. Et c'est le christianisme qui a été à un moment donné le moteur de réconciliation entre deux cultures qu'on considérait comme opposées. Et donc je pense que là, il y a eu une inspiration très profonde. Il y a eu une force, si vous voulez, de la mentalité germanique qui s'est instaurée dans l'Empire romain, une robustesse. Ces tribus étaient en particulier les Francs, parce que Clovis était franc. Et le mot franc de la tribu est devenu l'adjectif franc en français. La franchise, c'est la caractéristique de ces tribus germaniques. Et elle s'est composée avec, je dirais, la souplesse et l'agilité de l'esprit latin et a donné l'Europe actuelle. Voilà pourquoi je pense la dimension de la conversion de Clovis a permis cette réconciliation entre d'anciens ennemis. Et l'Europe est donc toujours une composante de différentes cultures et nationalités pour aboutir à une certaine unité qui, cependant, n'efface pas un certain nombre de réalités spécifiques. Mais néanmoins, une culture globale s'est formée à partir de ce moment-là. Et pourtant, on dit aussi que Charlemagne est le père de l'Europe, non? Bien sûr, parce qu'avec Clovis, c'est un cœur de l'Europe qui s'est formé, entre autres autour de nos régions, puisque les Francs étaient installés entre le Rhin et, on va dire, la Seine. Et en fin de compte, nos régions ont vraiment été au cœur de cette confrontation. Elles en ont porté les traces, puisque dans nos régions, il y a de nombreuses imbrications entre les cultures germaniques et les cultures françaises. La Belgique en est un grand exemple. Mais à l'époque de Clovis, il faut savoir qu'on parlait l'allemand à Paris. Les dynasties mérovingiennes qui ont succédé à Clovis parlaient l'allemand. L'héritier, c'est Charlemagne, qui est une autre dynastie, la dynastie des Carolingiens, qui a mis de côté les rois mérovingiens dont faisait partie Clovis. Et alors là, on est passé de la dimension un peu plus régionale à la dimension plus continentale. Et ça a été admiré par des écrivains de l'époque qui ont dit en particulier un certain Angibert, Charlemagne, c'est le père de l'Europe. Donc il y a eu la conscience qu'il y a eu une unité alors politique de cet ensemble du continent sous Charlemagne. Et on a considéré aussi que Charlemagne régnait sur l'Europe. Il y a un poète qui parle de cela clairement. Donc sous le règne de Charlemagne, il y a eu une unité politique, mais aussi une grande imprégnation culturelle, parce que Charlemagne voulait produire une unité culturelle de cet État qui était nouveau. Et il a insisté sur l'héritage culturel chrétien, et en particulier sur l'héritage romain, la liturgie romaine, la traduction de la Bible en latin de Rome, pour avoir des facteurs qui unissaient les différentes populations européennes. Donc, en ce sens-là, il est le père de l'Europe, on peut le dire, oui. Est-ce qu'il y a une influence des abbayes aussi dans la construction européenne? Totalement. En fait, l'abbaye, c'est l'intégration de la culture de la ville à la campagne. Dans nos régions et une bonne partie de l'Europe, il n'y avait guère de villes. Les villes, c'est surtout dans le sud.
Mais par contre, nous avons eu des abbayes. Et les abbayes, c'est un phénomène qui est à la fois un phénomène spirituel et culturel, parce que ce sont aussi des écoles. C'est un phénomène économique, parce que ça gère des campagnes et ça cultive les choses d'une manière, on va dire, presque professionnelle. Et c'est aussi quelque chose de stratégique, parce que des grandes familles donnent la fondation de base et contrôlent parfois l'abbaye, au point même d'en faire un centre militaire et un refuge. Bref, la grande abbaye, à l'époque des Mérovingiens, par exemple Stavelot au 7e siècle, construit en plein désert de l'Ardenne, c'est un modèle, si vous voulez, de ville à la campagne, et ça devient un modèle de développement qui profite de la culture globale de l'Europe, et même des écrits qui proviennent de 1000 ou 2000 kilomètres de distance, la Bible par exemple, et l'intègre dans la culture locale. Donc c'est un grand facteur d'unification et d'intégration des cultures. Je vous propose de prendre une petite respiration, le temps d'une bulle, il était une fois. Quand je vous entends, l'Europe est-elle un simple concept géographique ou c'est plus que cela, professeur Dujardin? Non, je pense certainement, on ne peut certainement pas présenter l'Europe comme un concept géographique. D'ailleurs, on aurait du mal à se mettre d'accord, peut-être même entre nous trois, sur les frontières de l'Europe. Sarkozy disait un jour, j'ai appris à l'école que la Turquie n'était pas européenne parce qu'elle n'appartenait pas au continent européen. Moi aussi, j'ai appris à l'école qu'une grande partie de la Turquie n'appartenait pas au continent européen. Mais où mettez-vous alors les limites de l'Europe? Est-ce le Bosphore? Alors où est Chypre? Et pourquoi Chypre est membre de l'Union européenne et peu de gens voient une difficulté de voir Chypre membre de l'Union européenne? Donc évidemment, on sera assez d'accord sur la frontière au sud, on sera assez d'accord sur la frontière à l'ouest, mais la frontière à l'est posera davantage de problèmes. Jusqu'où va l'Europe? De l'Atlantique à l'Oural, disait le général de Gaulle, très bien, mais l'Oural est une frontière infranchissable, est une frontière naturelle. Son sommet, c'est 1894 mètres au nord de la chaîne. Donc, et même les Alpes, qui sont bien plus hautes, Hannibal les traversait avec ses éléphants il y a bien longtemps. Donc non, je ne pense pas qu'on puisse présenter l'Europe comme un concept géographique. Et l'Union européenne elle-même est aussi, je crois, le fruit d'héritage. D'abord Rome, la Grèce, Rome, le christianisme, d'autres influences ultérieures, bien sûr, le siècle des Lumières, qui apporte la dimension critique, était très importante. Mais c'est Paul Valéry qui disait, il y a Europe, là où il y a l'influence de la Grèce sur la pensée, de Rome sur l'administration et du christianisme sur la personne humaine, la vie intérieure, qu'elles sont là présentes toutes les trois. Et c'est ça que disait Paul Valéry. C'est vrai qu'il y a ces trois influences-là. Rome qui a d'ailleurs permis la transmission de l'héritage grec à l'intérieur même des terres, parce que quand vous prenez la période grecque, c'est vraiment sur les côtes essentiellement. C'est vraiment Rome qui permet d'avoir cette diffusion bien plus à l'intérieur des terres, et puis le christianisme aussi qui diffuse tout cet héritage. Et Monseigneur Delville a parlé du moment important du Moyen-Âge. Donc toute cette évolution de l'Antiquité jusqu'à nos jours, en passant par le siècle des Lumières, fait qu'il y a cette dimension identité européenne aujourd'hui, qui n'est pas encore très robuste, parce qu'elle doit faire face aussi à d'autres identités nationales. Les identités sont multiples, nous avons tous beaucoup d'identités. Et nous ne sommes pas aux États-Unis, nous sommes dans une situation tout à fait différente. C'est comme ça aussi d'ailleurs qu'il est tellement important de prendre des décisions à 28, parce qu'on doit tenir compte de 28 démocraties. Pour pouvoir aller de l'avant, il faut tenir compte de l'intérêt européen, des intérêts nationaux et de 28 démocraties. C'est un élément en trop. Mais on a absolument besoin des trois. On a absolument besoin de démocratie, on a absolument besoin d'Europe, face à la mondialisation, que serait même le Royaume-Uni seul dans le monde. Et on a absolument besoin de respecter aussi les particularismes, les identités nationales. Et ça qui est très difficile, on est dans une situation très différente par rapport aux États-Unis, par exemple, où là vous avez un gouvernement fédéral qui a beaucoup de pouvoir avec une langue nationale. Nous avons 24 langues officielles au sein de l'Union européenne, mais c'est sur cette base-là qu'on a pu construire les choses depuis 70 ans et qu'on a pu malgré tout avancer au-delà de cette diversité dans l'unité. Alors, si je vous entends bien, quand on parle des racines chrétiennes de l'Europe, c'est peut-être un petit peu réducteur, parce qu'il y a à la fois les racines grecques, les racines romaines, Monseigneur. Bien sûr. Je disais tout à l'heure que le christianisme était un déclencheur d'une rencontre entre deux cultures qui étaient très différentes, la culture germanique, d'une part, et la culture gréco-latine, d'autre part, qui portait bien sûr tout son bagage intellectuel de l'Antiquité, indépendamment du christianisme.
Le christianisme a été le moment de fusion, si vous voulez, le moment de rencontre, le moment de fécondation entre ces deux cultures qui ont gardé chacune de grandes qualités. Du côté religieux, je pense même que les traditions germaniques de culte de la nature sont entrées dans le christianisme, curieusement, par le biais du culte des reliques. Et donc il y a des influences, si vous voulez, même religieuses, qui ont marqué le christianisme par des aspects extérieurs. Mais il y a aussi la présence du judaïsme et la présence de l'islam. Par exemple, Charlemagne avait un grand respect pour les Juifs. Et pour Charlemagne, la population juive était un peu celle qui faisait le lien avec l'Orient. Charlemagne avait des interprètes juifs pour pouvoir, par exemple, envoyer une délégation au sultan de Bagdad. Et il a envoyé cette délégation. Cette délégation est revenue avec un fameux éléphant blanc. Et donc là, c'est le rapport avec l'islam. Il y avait un respect de la culture musulmane dans les rapports politiques entre Charlemagne et l'Orient. Bien sûr, les croisades ont rendu ce rapport particulièrement polémique. Et il est clair que l'Europe s'est aussi formée en opposition à l'islam, même si elle a commencé bien avant la naissance de l'islam. On voit par exemple que le mot « européen » apparaît la première fois dans la littérature à propos de la fameuse bataille de Poitiers entre Charlemagne et les envahisseurs qui venaient du sud du côté musulman. Et on a dit les Européens ont battu ce qu'on appelait à l'époque les infidèles, là-bas à Poitiers. Donc il y a une contreposition. Mais par contre, il y a une influence, on va dire, commerciale très importante. Même les croisades, qui sont un lieu d'opposition, néanmoins vont produire un échange énorme entre l'Europe et l'Orient et vont produire des contacts qui ne sont pas du tout anodins. Par exemple, toutes les couleurs des peintures que nous admirons dans les musées et qui proviennent du Moyen-Âge, le Van Eyck, les Fra Angelico, ce sont des peintures dont les produits venaient d'Orient. C'est le résultat d'un commerce avec l'Orient. Les épices, le sel, tout ce qui est les métaux précieux, l'or, l'argent, tout ça provenait d'Orient. Et donc l'Europe s'est aussi construite dans un rapport avec l'islam qui était un rapport médiatisé par le commerce. Et donc elle a aussi, si vous voulez, d'autres influences culturelles, bien sûr, que simplement le christianisme. Et lorsque, par le XIIIe siècle, sont arrivés les textes des philosophes grecs comme Aristote, c'est par l'intermédiaire des traductions en arabe qu'elles sont arrivées, même si ces traductions arabes avaient été faites par les Arabes chrétiens du Moyen-Orient, les Syriaques. Mais donc c'est quand même très curieux de voir que notre culture, avec ses racines grecques, nous est revenue d'une manière un peu plus explicite grâce aux traductions faites par les Arabes et propagées par les philosophes musulmans. Donc ça veut dire que nous avons évidemment un mixte de cultures qui influence l'Europe et qui lui donne justement cette nouveauté culturelle qu'il a manifestée, qu'il a rendue, je dirais, originale au cours des siècles. Je voudrais, justement, par rapport à tout cela, je me demandais, vous en avez parlé dans la première partie de l'émission, professeur Dujardin, on parle des valeurs européennes, les valeurs de l'Europe, comme si c'était une évidence. Mais quand on demande quelles sont les valeurs de l'Europe, quelles sont-elles réellement ? Robert Schuman, dans son discours du 9 mai 50, qui est quand même un discours fondateur, évoquait les solidarités de fait. Donc la solidarité est clairement au cœur du projet européen. C'est une des valeurs. Alors si vous prenez un Stiglitz, par exemple, qui était prix Nobel d'économie américain pour avoir un regard non européen, lui, il identifiait 5 valeurs que l'on trouve seulement en Europe, aussi développées, ces 5 valeurs-là. C'est la démocratie, c'est le respect de la dignité humaine, c'est la solidarité, c'est la recherche du bien commun et la dimension aussi des lumières qui apportent l'esprit critique. C'est ce que Stiglitz disait. Et on retrouve au fond toutes ces valeurs décrites dans le traité de l'Union. Ces valeurs sont là présentes. Maintenant, vous vous direz, oui, mais attention, est-on d'accord entre nous sur l'ensemble de ces valeurs? Le respect de la dignité humaine, dira-t-on la même chose en France, aux Pays-Bas, en Pologne, en Hongrie, sur cette valeur-là? La solidarité, on parle maintenant de solidarité flexible, sommet de Bratislava il y a quelques jours, par rapport à la crise des migrants. Sur la Grèce, tous les pays n'avaient pas la même attitude par rapport à ce concept de solidarité. Est-ce que le modèle rhénan est si proche en termes de solidarité que le modèle d'un capitalisme financier plus anglo-saxon, au Royaume-Uni, la dimension sociale du traité de Maastricht n'était pas rencontrée avec enthousiasme? Mais quand même, dans l'ensemble de l'Union, par rapport aux États-Unis, par exemple, on a ces valeurs qui sont plus fortes par rapport à la Chine, par rapport à l'Afrique.
On peut se plaindre de l'évolution, de certaines évolutions de l'Union européenne, de certaines contrariétés, de certaines prises de décision de la Commission européenne, etc. Mais ne peut-on pas dire quand même qu'on rêverait d'avoir plus d'Europe et de ses valeurs en Afrique, d'avoir plus de cette Europe en Asie? Oui, l'Europe connaît la crise la plus grave de son histoire, je crois. Le terme est parfois galvaudé, mais parce que la métrique n'est pas toujours aisée. On a connu des graves crises par le passé. Cette fois-ci, c'est la crise la plus grave, aussi du fait de l'accumulation de crises, mais aussi d'une discussion sur les valeurs, précisément. Et ces crises sur les valeurs qui touchent aussi à l'identité européenne, à ce que nous sommes vraiment. Et ces discussions-là, effectivement, poussent en débat sur les valeurs exactement, et donc sur le projet européen lui-même, qui est en danger. Aujourd'hui, c'est la crise la plus grave. Crise qui peut devenir une opportunité. Mais d'où peut venir la relance? On ne voit pas très bien, même avec un noyau dur, quel serait ce noyau dur, même pas les 6 pays fondateurs. Parce que dans les 6 pays fondateurs, vous voyez peu d'europhilie pour l'instant, même en Allemagne, avec les dernières élections régionales. En France, les élections présidentielles n'annoncent pas beaucoup d'europhilie non plus. L'Italie a ses propres populistes. Les populistes sont populaires aujourd'hui un peu partout en Europe. Et même si vous prenez les pays du Benelux, il faudra peut-être aussi enlever les Pays-Bas pour avoir les pays qui restent vraiment attachés plus davantage à l'Union européenne. Donc cette relance n'est pas simple, c'est une crise grave, effectivement, mais qui touche aussi à une crise de nos démocraties et une crise sur nos valeurs peut-être aussi. Est-ce que ça signifierait que, par exemple, ces valeurs ont évolué depuis le discours de Robert Schuman, que la compréhension de ces valeurs a également évolué? Certainement que les valeurs évoluent. Moi, j'aimerais les reprendre dans un style un petit peu plus ancien encore. Prenons par exemple la démocratie. Il faut vraiment un temps énorme pour que la démocratie se développe d'une façon, on va dire, générale. Dans nos villes, on commence la démocratie dès l'an 1000. Les villes acquièrent une indépendance démocratique par rapport au chef de l'État, au prince. La charte de Huy, c'est 1096, si je ne me trompe, est une des toutes premières, au niveau d'une ville. Puis il faut attendre 300 ans pour que ça s'étende au niveau de l'État. On vient de fêter la paix de Fex, qui est de 1316. La paix de Fex, c'est une première constitution, entre guillemets, pour un État, la principauté de Liège, avec pour la première fois dans ce genre de texte une allusion au bien commun, qui est une notion philosophique retirée d'Aristote et qui arrive dans les textes par l'intermédiaire de l'Université de Paris où enseignaient des professeurs chanoines à la cathédrale de Liège. Donc ça veut dire que petit à petit, il y a des émergences qui se font, mais elles sont lentes. Pour que ça arrive alors au niveau des grands États, il faut attendre bien sûr le 19e siècle et le 20e siècle. Donc on se rend compte que la notion de démocratie, c'est 1000 ans. C'est 1000 ans avec des hauts et des bas, et c'est des périodes d'absolutisme qui mettent entre parenthèses parfois ce qui a été fait. La notion de fraternité, même chose. Quand on voit la dignité humaine, elle a été souvent bafouée dans l'histoire européenne. Pensons à la Shoah, pensons aux guerres terribles que nous avons vécues, pensons à l'esclavage. Nous avons développé l'esclavage à partir des Portugais au XVe siècle, sans compter le servage au Moyen-Âge, et puis la traite des Noirs vers l'Amérique. Tout ça, ce sont les Européens qui l'ont fait. La dignité humaine était donc bafouée. Et pourtant, elle était sous-jacente dans des mentalités qui ont réagi. Las Casas, un dominicain, a réagi contre l'esclavage. Et donc, à un moment donné, il y a des prises de conscience. Et in fine, on a aboli l'esclavage. Donc, c'est une notion qui est présente dans le christianisme, que cette dignité de l'homme et que cette opposition à l'esclavage, c'est déjà présent dans les lettres de saint Paul, mais au terme d'une conscience qui doit être éclairée, pas au terme d'une loi qui doit être imposée. Et donc, il faut le temps que les consciences s'éclairent. Et moi, je crois que ça, c'est fondamental. L'Europe est capable, dans la mise en œuvre de cette conscience, d'arriver à une démocratie, d'arriver à une abolition de l'esclavage, mais on sait que ce sont des processus très lents et qui ont des moments de reflux. Donc il faut être très attentif, ça c'est vrai. Nous serions donc dans un moment de reflux, si j'entends bien avec la crise que nous traversons, Vincent Dujardin. Je pense qu'on est quand même dans un moment tout à fait fondamental, parce qu'il y a accumulation de crises. C'est le Brexit, bien sûr. Mais c'est les débats internes par rapport à l'attitude qu'il faut avoir à l'égard des migrants et à la lutte contre le terrorisme international, il y a la crise de la Grèce qui n'est pas terminée, et une crise de nos démocraties. Les partis populistes sont présents dans bien des pays au sein de l'Union européenne. Puis nous n'avons plus de couple franco-allemand, qui était vraiment notre moteur. Il n'y a pas de couple franco-allemand pour l'instant. Nous avons une Europe allemande. Pas tellement parce que Mme Merkel veut peut-être jouer seule
ce rôle unique ou ce rôle plus important, mais peut-être parce que la France est faible aussi pour le moment. Et sans couple franco-allemand, on n'a pas cet équilibre non plus nécessaire. Donc on n'a pas, une situation qui pousse à l'optimisme. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut être défaitiste. Paul-Henri Spaak disait déjà en 1954, au moment de la crise de la CED, que seul un petit groupe d'hommes, disait-il à l'époque, peut relancer l'Europe, un petit groupe d'hommes décidés. Il faut certainement aussi être volontariste, mais en même temps être réaliste, voir les difficultés d'aujourd'hui. Cette crise peut devenir une opportunité, mais il faut pour ça qu'il puisse y avoir une relance qui sera difficile avant les élections françaises et les élections allemandes, qui sont deux échéances électorales assez proches pour pouvoir aller de l'avant, avant de pouvoir aller de l'avant. Le titre de... Oui, Monseigneur. Alors ça m'intéresse de rebondir là-dessus parce que moi je pense que l'Europe est cependant un exemple pour le monde. C'est-à-dire que nous découvrons qu'avec les migrants qui viennent, il y a un havre de paix en Europe qu'ils trouvent, il y a quand même une protection qu'ils veulent recevoir et qui pour eux est significative. Mais ça va au-delà du refuge. Moi je pense que dans la situation globale de la Terre, le projet européen est un projet phare. Pourquoi ? Parce que nous devons créer l'unification d'un gouvernement de la Terre. L'ONU n'est pas assez fort pour assurer ça actuellement. Or, nous avons des défis mondiaux gigantesques. Commençons par les problèmes écologiques. La pollution d'un côté entraîne la disparition, que sais-je, d'îles dans le Pacifique de l'autre. Ou encore les problèmes de violence. Nous savons qu'il y a des problèmes de violence énormes au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique, larvés, inconnus, peu connus. S'il n'y a pas à un moment donné un gendarme de la Terre, s'il n'y a pas une autorité qui arbitre les choses et qui impose en quelque sorte un respect de la justice, nous allons à la catastrophe. Donc je pense que nous devons chercher un projet sur la Terre qui ait la même nature que le projet européen pour l'Europe. C'est une grande utopie, mais dans 20 ans, ce sera une nécessité. Donc je pense que l'Europe doit avoir conscience qu'elle est le fruit d'une fédération, d'un regroupement d'anciens ennemis, même s'ils avaient une culture commune. Et donc cette culture qui avait ses valeurs a favorisé le regroupement, et moi je pense que nous sommes mis au défi d'avoir un regroupement au niveau terrestre. Et les migrants qui viennent chez nous, avec parfois leur dynamisme culturel, social et autres, nous rappellent que nous avons besoin de cette espèce de mixité ou de ce métissage pour être relancé, mais aussi pour être conscientisé. Parce que le migrant qui est ici et qui, avec son téléphone, sait qu'à 10 000 km, il se passe ceci ou cela, nous le dit en direct et nous conscientise des enjeux de la Terre. Donc je pense que l'Europe est un modèle à suivre pour une idée de gouvernement mondial. Alors, en conclusion, professeur Dujardin, j'ai envie de vous poser la question, quelle âme pour l'Europe? Puisque vous avez contribué à ce livre, que diriez-vous? Je pense que l'Europe a surtout besoin aujourd'hui d'un supplément d'âme. Construire l'Europe sur les seuls intérêts, c'est impossible. Regardez le référendum sur le Brexit. Au fond, il est assez désolant de voir que ceux qui étaient partisans du maintien ou ceux qui étaient partisans de la sortie avaient finalement le même argument de base, c'était l'intérêt. A-t-on plus intérêt à quitter ou plus intérêt à rester? Il n'y avait aucun débat sur les valeurs, sur le projet. Que veut-on vraiment faire ensemble? Et donc, il y a cette nécessité, si on veut aller de l'avant, de pouvoir partir sur un socle de valeurs, de base, sur lesquelles on peut être d'accord. C'est un chemin difficile, mais je crois que c'est l'unique chemin. Monseigneur Delville, professeur Dujardin, un tout grand merci d'avoir pris le temps de nous partager un peu vos vues sur l'Europe, sur l'âme de cette Europe. On peut retrouver un petit peu le résumé de votre pensée dans ce livre qui vient de paraître aux éditions Lumen Vitae, Quelle âme pour l'Europe? Donc c'est Gérard-François Dumont, Vincent Dujardin, Yann de Volder et vous-même Jean-Pierre Delville. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir cette émission, il vous est possible de le faire en allant sur notre site catobel.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.